dans cette maison en 1952, au 13 mars. Chez mes parents, à la maison, ce qui était encore le cas. On était un peu les derniers, en 52-55, à être nés à la maison. Les autres sont nés souvent à la maternité. Et puis, dans une exploitation tout à fait traditionnelle, de l'après-guerre, où le travail était effectivement essentiellement manuel. Le grand-père, lui, à l'origine, il était vigneron aussi. Mais alors, on dit vigneron, mais il y avait aussi des chèvres, des vaches, la basse-cour, des oies, des pintades, comme l'était le 19e siècle, c'est-à-dire avec multiproduction, à la fois de la moisson, à la fois de la prairie et à la fois de la vigne, puisque dans un pays de vigne. Notre père a continué à prolonger l'exploitation quand il s'est marié, c'est lui qui a pris les rênes de l'exploitation. Sa destination, lui, c'était plutôt faire de la mécanique, faire de la forge. Et il a fait une formation pour ça, de 15 à 18 ans, 19 ans. Un de ses frères s'est marié, l'autre est parti à l'armée, donc il n'y avait plus personne pour travailler, donc il est revenu travailler l'exploitation et faire vigneron et polyculture élevage, comme ça se dit classiquement, quoi. On est donc juste les années après-guerre, puisque moi je suis de 52. Donc le modernisme, entre guillemets, commence à arriver. Quand j'entends modernisme, je veux dire la mécanisation. C'est-à-dire que la guerre, le seul intérêt que la guerre a eu, c'est que ça a permis de développer énormément la mécanique, en fait, parce qu'il a fallu faire des blindés, etc. Donc ça a boosté, toute l'ingénierie était là. Du coup, il y a forcément eu une traduction en agriculture. C'est-à-dire que on aime bien le boulot, mais quand on peut le faire par une machine, c'est mieux que de le faire soi-même. Donc, du coup, papa, il a acheté son premier tracteur, que Daniel a, il date de 1949. Donc, très tôt, il a fait rentrer la mécanisation pour faciliter le travail, ne serait-ce que pour les foins, que pour labourer les champs, quoi. Quand je dis labourer les champs, c'est pour mettre du seigle, un peu de blé, un peu d'avoine pour les animaux, bien sûr. Ce tracteur n'était pas très performant, bien sûr. Il n'avait pas beaucoup de possibilités. Donc il y avait beaucoup de travail manuel et à l'époque, il y avait tout le temps un ouvrier agricole. Sur la commune, papa a été le premier à avoir le tracteur. Tout à fait. Après, il y a des gens qui se sont développés, mais qui ont utilisé plutôt des motofaucheuses. La mécanisation est arrivée un peu comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de faucher avec la faucheuse entraînée par le cheval ou par les bœufs, c'était la motofaucheuse. Alors souvent c'était une moto standard, la marque, et c'était une motofaucheuse bleue là, avec une barre de coupe devant, et c'était nettement plus performant que le cheval, évidemment, parce que suffisait de mettre de l'essence, puis ça continuait. Le cheval, il y a un moment, il est fatigué, on peut plus c'était plus difficile, quoi. Puis le rendement était mauvais. Une vache ou un bœuf, ça marche à 2,5-3 à l'heure. Et c'est pas des bestioles résistantes, elles sont pas tellement faites pour ça. Quand les bœufs, ils traînaient la moissonneuse javeleuse, traînés par deux bœufs, et quand ça faisait chaud, les bœufs, ils avaient la manie de s'appuyer l'un contre l'autre, et puis ils somnolaient à moitié, ils avançaient plus. Alors pour pas qu'ils mettaient sur le timon, ils mettaient une rondelle comme ça avec des pointes dessus pour pas qu'ils se frottent l'un contre l'autre, pour qu'ils tiennent écartés l'un de l'autre pour qu'ils travaillent mieux. Voilà, c'était des astuces, c'était pas forcément. Maintenant ça passerait mal avec la protection des animaux, mais c'était l'époque. Après il faut relativiser les choses à chaque époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faucher, c'était la roue qui entraînait la barre de coupe. Donc il fallait que le cheval ait suffisamment une bonne allure pour que la barre de coupe sectionne suffisamment rapidement pour bien faucher l'herbe. Sinon ça fauchait mal. Et autrefois, si c'était mal fauché, ça se passait mal. Oui, la qualité du travail était importante. Le travail que l'on faisait avec la motofaucheuse dans la matinée était 30% ou 50% supérieur à celle qu'on pouvait faire avec le cheval. Donc très vite, c'était très intéressant, et c'était du matériel qui coûtait pas cher.
parce que c'était petit. Et ça faisait 7-8 chevaux, voilà. Hein. Alors que maintenant, c'est ridicule. Hein. C'est la puissance d'une petite moto, d'une petite tondeuse pour tondre la pelouse, hein, les 8 chevaux. Tandis que là, on s'en servait pour travailler des hectares de prairies. Voilà, les relations, c'est- on voit les tracteurs maintenant qui font 200 chevaux. Tu te dis, tout ça en 50 ans, c'est incroyable, quoi. La moisson, au départ, elle était faite à la faux, hein, on fauchait. On avait un cousin d'un peu éloigné qui était un excellent faucheur. Et il avait fauché une fois dans une terre de blé qui était jolie, 1 hectare tout seul dans sa journée, à la faux. Il fallait pas être un démanché, puis il fallait être résistant. Parce que je peux vous dire, la position du faucheur, c'est d'être courbé en deux, hein, et d'avoir un mouvement de rotation du bassin très, très ample, hein, pour faucher large. Et en plus, la moisson est dure à couper parce que c'est un peu ligneux, hein, et il fallait très très bien savoir faire couper, quoi. Il fallait que ça coupe comme un rasoir. Et donc, il fallait une énergie importante. Et très vite, papa, lui, a acheté, enfin, avec son père aussi, évidemment, hein, parce que les exploitations étaient très imbriquées, enfin, comme ça l'a fait, comme moi quand j'ai commencé, hein, évidemment. Et ils avaient acheté une moissonneuse qui fauchait, donc traînée par les bœufs, hein, on a encore des photos de ça, et ça fauchait. Et il y avait un système de râteau qui, ça a fauché pendant 2 mètres, par exemple, hein, vous avez un système de réglage, et quand ça s'accumulait sur un tapis, et après vous avez une espèce de râteau qui était calé avec l'avancement, et éjecté sur le côté le paquet d'épis qui allait être lié à la main. Après, hein, ce qu'on appelle, ça faisait des javelles, on appelle ça. Hein. Elle s'appelait une javeleuse, une moissonneuse javeleuse pour faire des javelles. Et les gens, ils faisaient soit du lien à la paille, soit du lien avec un fil d'acier, hein, un fil de fer. Et souvent, moi, j'ai appris à faire les liens à la paille, comme ça, avec un mouvement, tac, tac, hop. C'est très vite fait et c'était efficace, quoi. Hein. Et donc, ensuite est arrivée la moissonneuse lieuse. Hein, qui, toujours pareil, était entraîné par la grosse roue de dessous. Mais là, il fallait déjà un tracteur parce que le véhicule était lourd et il était trop lourd pour être traîné. Ou alors, il fallait 6 chevaux devant pour traîner. C'était pas possible. Les gens n'avaient pas d'argent pour acheter des chevaux. Le cheval est un animal qui coûte cher, qui est cher d'entretien, qui fait du travail, mais les fermes, elles avaient un cheval. Les gens riches avaient 2 chevaux souvent. Sinon, ils attelaient les vaches. Hein. Ils traillaient la vache le matin, ils la faisaient labourer la journée, puis ils la retraillaient le soir. On n'était pas gêné pour boire le lait. Hein. C'était... Et oui, parce que c'était difficile, quoi. Et moi, je suis arrivé avec la mécanisation. Moi, j'ai moissonné avec la moissonneuse lieuse. Et à l'époque, papa avait déjà changé les tracteurs, parce qu'il en a passé un certain nombre dans sa vie. On avait un Porsche. Il avait monté dessus, au lieu que ce soit l'entraîné par la roue, tout le système de sectionnement et de liage, il avait monté la prise de force avec une prise de force du tracteur. Donc c'est lui qui avait fait le montage. Donc ça allait superbement bien, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait de l'herbe, on pouvait adapter la vitesse d'avancement au sectionnement, et le sectionnement était tout le temps de la même vitesse, puisque c'était la prise de force qui était avec le régime du moteur et non plus en fonction de l'avancement. Donc c'était au niveau de l'efficacité du travail, ça n'avait plus rien à voir, quoi. Plus rien à voir. Et donc avec ça, on a moissonné pendant des années. Hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'avait pas... par exemple, nous, on avait un cheval, et puis les voisins des places avaient un cheval. Et puis, pour des travaux, il y avait besoin de 2 chevaux. On se prêtait le cheval. Comme ça, puis on attelait les 2 chevaux. Hein, parce que, voilà, c'était mieux que d'avoir 2 chevaux, hein, surtout si le reste de l'année, tu en as besoin que d'un, quoi. Hein, c'était plus intéressant. Et puis après, vous aviez des gens, quand on battait à la machine, vous aviez des gens qui étaient assez robustes, pas forcément des gros balèzes, hein, mais qui avaient une bonne résistance, qui étaient les porteurs de grains. Hein, qui portaient le grain, hein, les sacs de 80-90 kilos, et qui les montaient au grenier. Hein. Chez nous, c'était dans la cour, et on montait 3 étages pour monter le grain au grenier. Donc les gars, ils étaient 2 ou 3 à monter le grain. Ouais, c'était le boulot, quoi.
à cette époque-là, la batteuse, elle était entraînée par une machine à vapeur. Donc il fallait caler la batteuse bien au niveau pour que le tamisage des grains se fasse bien. Évidemment, hein. Si c'était mal calé, eh bien le grain sur les tapis se bloquait d'un côté, donc vous avez un très mauvais tri, hein, et ça sortait avec les déchets, donc ça n'allait pas. Et la machine à vapeur qui était devant, il fallait la caler aussi absolument en face parce qu'elle était entraînée par une courroie qui faisait une dizaine de mètres, hein. Donc il fallait que les deux machines soient exactement en face, sinon la courroie elle sautait. Et puis si ça saute, eh ben, le boulot ne se fait pas. Et quand on battait à la machine, vous aviez une quinzaine de personnes entre les gens qui sont sur la maille, qui passent la gerbe sur la batteuse. Sur la batteuse, vous avez 3 personnes, une personne qui coupait le lien, 2 engraineurs. Dessous, il y avait 2 ou 3 personnes qui portaient le grain parce que le gars qui montait le grain, il montait un sac, mais le sac qui était plein juste après, c'est pas lui qui le montait parce que il fallait aussi souffler, quoi, hein, se remettre. Et puis il y avait les gens qui étaient parce que il y avait la paille qui sortait. Donc derrière, il y avait une machine, une lieuse qui faisait, parce que papa, il a toujours une lieuse. Autrefois, il liait à la main derrière la paille. Mais là, il y avait une lieuse. Et il fallait des gens qui fassent le paillet, comme on disait. C'est-à-dire qu'il fallait stocker sur une immense meule la paille qui était battue et la protéger de l'humidité, hein. Elle était faite simplement en tas. Et donc là aussi, il fallait un bon professionnel, parce que si ça prenait la flotte, la paille, elle pourrissait, c'était foutu, quoi. Donc là, il y avait souvent 3 personnes ou 4 personnes, parce qu'il fallait le transporter. Et puis, quand ça se mettait à monter en hauteur, on avait des fourches avec des manches rallongées, où il y avait le gars qui montait, mais ça montait à 4-5 mètres de haut, hein, les paliers, parce que c'était très peu tassé, en fait, hein. Et donc, il y avait un gars qui faisait le palier, une personne qui lui approchait la botte, et puis une ou 2 ou 3 personnes qui approchaient depuis la machine jusqu'au palier, qui souvent était un petit peu plus loin, quoi, bien sûr, hein. Et puis, la machine, d'un autre côté, sortait la balle. Hein, dans un épi, on a les glumes, hein, qui en serrent le grain, hein, je sais pas, bon, peu importe. Et les glumes et les glumelles, n'est-ce pas? Et ce qu'on appelait chez nous, dans notre patois, le balou, hein, la balle. Et il y avait quelqu'un qui évacuait le balou, qui était une autre sortie de la machine. C'était souvent un peu un déshérité qui faisait ce boulot-là, parce que je peux vous dire, du seigle avec de la barbe comme ça. Il fait chaud, il transpire. Quand vous leur mettez ça dans des grands charris, hein, ça tombait dedans, puis il prenait les 4 camps, puis il y emmenait, puis on en faisait un tas, puis pour servir à faire les litières. Ça piquait, ça grattait, c'était l'horreur, c'était d'une poussière abominable. Les gens, ils étaient marrons quand ils finissaient la journée à cause de la poussière, la chaleur, la transpiration, quoi. Enfin voilà, c'était toute une époque, et c'était une grosse corvée, et aussi pour les femmes, parce que il y avait 15 personnes, il fallait faire à manger. C'était pas rien, quoi, hein. Vraiment, souvent on en parle maintenant, oui, ça faisait la fête, ça buvait des canons quand ça arrivait un peu le soir, mais c'était pour les gens qui avaient la gestion de ça, enfin l'agriculteur chez qui ça se passait, il y avait un gros souci, parce que fallait pas que les gens qu'il y ait d'accidents, parce que ça buvait des canons, hein. Et alors à la cime de la batteuse, il fallait pas qu'il y en ait qui passe dans la machine, il fallait pas qu'ils se blessent avec, les lois sociales n'étaient pas les mêmes que maintenant, bien sûr, mais enfin, il y avait quand même une responsabilité, et puis du boulot, du souci, il fallait que ça se passe bien. On faisait d'abord les foins. Dans le travail de l'agriculture, la première récolte, c'est le foin quand il est mûr, hein, c'est-à-dire souvent juin. Le foin, quand il est de bonne qualité, c'est quand il est juste passé la fleur. C'est là où il est le plus appétant, et où la tige est encore chargée de sucre et la meilleure valeur énergétique pour l'animal. Donc c'était les foins. Ensuite, on a les moissons. Ensuite, on a, en gros, hein, on a la période du mois d'août, où on faisait les fagots de feuilles pour les chèvres et les moutons, donc tout ce qui est frêne tétard, hein, qu'on voit le long des ruisseaux, le long des haies. Des fois c'était des saules même, hein, c'était moins bon, mais ça existait aussi. Et des fois c'était du chêne, hein, des gens qui n'avaient pas de frêne, sur des chênes, ils étaient aussi des chênes pour faire sécher le feuillage, hein, en branches. Et on faisait des fagots, on laissait sécher, on les rentrait l'hiver et on donnait ça aux chèvres et aux moutons, et qui en étaient
Mais une vraie gourmandise, hein. Les chèvres et les moutons préféraient les feuilles de frêne au foin. Et les fagots étaient utilisés pour cuire le pain. Et la chaudière pour les cochons, hein, cuire les patates et les choux et les orties pour les cochons, et puis pour allumer le feu pour cuisiner, puisque à cette époque-là, dans les années 50, 60, 70, on ne cuisinait essentiellement avec la cuisinière à bois. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, le cuisinière à bois était allumé. Donc on ne perdait rien, parce que faire du bois, c'est du travail, et du travail long et fatigant, très fatigant. Donc rien n'était perdu, quoi. Ouais, ouais. C'était plus qu'une tradition, c'est-à-dire que c'était une nécessité. On achetait pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que les bouchers et tout ça, ça existait dans les gros villages pour les gens qui n'étaient pas agriculteurs, hein, qui avaient une mercerie, qui étaient ouvriers, etc. Ces gens-là, ils habitaient dans des bâtiments où on ne pouvait pas, qui n'avaient pas de jardin, etc. Il fallait bien qu'ils trouvent à manger. Mais sinon, chez nous, les gens mangeaient ce qu'ils produisaient, le reste on le vend. Hein. Comme on le disait, c'est-à-dire que on mange ce qu'on produit d'abord, hein, avant d'aller voir ailleurs. Parce que cette époque-là, c'était vraiment, on n'avait pas grand-chose avant. Le commerce n'était pas, les moyens de communication. On oublie rapidement que dans les années 50, les routes, elles n'étaient pas goudronnées, ou il n'y en avait pas beaucoup qui étaient goudronnées. Et pour se déplacer, c'était quelque chose. Les pneus existaient à peine. Hein. Je veux dire, les remorques, elles étaient avec des roues métalliques, hein, en bois et en métal, hein, ce qu'on appelle les chars à bandage. Hein. Donc, pour se déplacer, c'était compliqué. Donc, on ne prenait pas la voiture pour faire 10 km, quoi. 10 km, c'était la demi-journée. Donc, on produisait sur place, quoi. Pour simplement s'alimenter, il ne faut pas grand, hein. Si vous aviez un demi-hectare bien cultivé, suffit à nourrir à peu près une famille, hein. Alors, il ne faut pas être exigeant, puis on mange souvent la même chose. Hein. Des patates, on en mange toute l'année. Mais simplement, vous n'avez pas faim. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal, quoi. Enfin, surtout si on se remet dans cette époque-là, quoi, où c'était les années d'après-guerre. Hein. Il y avait donc le troupeau de chèvres, hein, on avait donc 12 chèvres, et le lait de chèvre était transformé en fromage, et donc ce fromage était vendu. Évidemment. Donc, il descendait, souvent il y avait le mercredi le gros marché à Beaujeu, eh bien, descendait le panier avec le beurre et les fromages. Et là, il y avait ce qu'on appelait un coquetier, hein, qui vendait du lait, beurre, fromage, hein, un bof, comme ça se dit, et qui achetait, on appelait les coquetiers parce qu'ils achetaient les œufs. Hein, les coques, hein, donc les œufs de canard, les œufs de poule, et qui achetait donc la production de la fermière et qui lui revendait aux gens des gros villages, quoi. Maman trayait les vaches le soir, parce qu'on avait 8 vaches laitières quand même, et la coopérative de lait a arrêter de faire le ramassage sur les petites structures parce que le coût de ramassage était trop important. Et puis, dans les années 70, le vin s'est mis à se vendre très bien et les gens ont arrêté d'avoir leurs vaches laitières chez eux. Surtout qu'on n'était pas très spécialiste du lait. Hein. Les vaches, elles faisaient 12 litres, 15 litres de lait par jour. Hein. Alors que maintenant, c'est 15 litres à chaque traite. Hein, matin et soir. Tandis que nous, c'était pour la journée. Les 15 litres. Hein. Et donc ça faisait des petits ramassages, des petits volumes, donc avec un coût d'entretien, le salaire d'un chauffeur, même s'il était à temps partiel, l'entretien du camion, enfin c'était plus possible. Donc tout ça s'est arrêté et les gens qui faisaient du lait, après, sont devenus spécialistes avec 25 vaches, etc. Mais ce n'était plus dans le Beaujolais, c'était dans les communes limitrophes du Beaujolais, quoi. On était un peu en autarcie, comme l'était l'agriculture à cette époque-là, et la partie productive qui faisait rentrer les sous a été quand même le vin. Le reste, alors, les vaches, c'était pas non plus négligeable, hein, mais les revenus faits étaient relativement faibles, alors que la vigne rapportait plus. Hein, et petit à petit, évidemment, s'est développée la partie qui était la plus rentable, forcément. Parce que travailler, c'est bien, mais en vivre, c'est mieux.